ses conférences. Et en ces temps de Ligue des Champions, Mazar est un peu notre Qatar à nous. Merci. Mais sans plus attendre, nous allons accueillir comme il se doit notre invité du jour. Je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur François Baroin. D'être venu nous rendre visite aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un grand honneur que de vous recevoir, vous, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, puis des finances, un poste particulier où l'on a autant de chances d'atteindre les sommets du FMI que les bas-fonds d'une cellule de prison, mais cela ne vous concerne pas. Vous, le beau gosse de la politique française, à qui rien ne résiste, pas plus les femmes que vos électeurs. Fils de Michel Baroin et de Michel Paulin, vous voyez la lueur du jour pour la première fois le 21 juin 1965. Une éducation parisienne vous emmène sur les bancs du collège Stanislas, puis de l'université Assas, parcours somme toute classique jusqu'ici. Mais ensuite, on ne sait pas trop ce qui vous arrive. En effet, après Assas, vous décidez de faire un DESS de défense. Soit, la politique est un milieu qui demande d'être bien armé pour se défendre. Et sa suite logique, bien sûr, un DESS bibliothèque. Alors, il faut tout pour faire un monde. Chiracien, la première heure, vous montez les échelons de votre famille politique à une vitesse effrénée. À 27 ans, vous devenez le plus jeune député de l'Assemblée nationale, puis le plus jeune porte-parole du gouvernement en 1995. La même année, vous remportez la mairie de Troyes, votre ville de cœur. Aidé par votre mentor Jacques Chirac, vous accédez rapidement à des fonctions ministérielles, à l'outre-mer, puis à l'intérieur, en remplacement d'un certain Nicolas Sarkozy, qui quitte le gouvernement à l'époque pour se consacrer à la campagne présidentielle de 2016. Alors vous le dites vous-même, Nicolas Sarkozy n'est pas votre meilleur ami. Mais pourtant, c'est lui qui vient vous tendre la main quelques années plus tard. Alors comme disait Bouddha, en politique, il n'existe rien de constant, sinon le changement. En effet, le 23 mars 2010, alors qu'Éric Woerth est en pleine tourmente, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est Nicolas Sarkozy. Il vous appelle pour vous proposer le poste de ministre du budget et de la fonction publique. Lieu de travail, Bercy, 5e étage. Mission, poursuivre la réforme des retraites, moderniser l'État et en prime trouver 45 milliards d'euros. Pas un cadeau. Votre réponse? Bien sûr, il n'y a rien de plus beau que de servir l'État. Phrase de votre père que vous avez reprise à votre compte. Un an plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, c'est Christine Lagarde, qui s'envole à New York. On cherche un remplaçant. Vous acceptez donc le poste, puisque un remaniement ministériel, c'est un peu comme les chaises musicales, mieux vaut s'asseoir avant que la musique ne s'arrête. Vous montez donc d'un étage, et vous vous retrouvez confortablement installé au 6e étage de Bercy. Vous avez une vue imprenable sur l'extérieur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le ciel n'est pas bleu. La Grèce menace de faire faillite, l'Italie n'est pas en bon point, les Allemands ne sont pas d'accord sur le plan de sauvetage de l'euro et les marchés financiers attaquent les positions françaises. Le soldat Baroin se retrouve en première ligne pour régler les problèmes. Dès lors, on comprend mieux le titre de votre dernier ouvrage, Journal de crise. Et c'est de cela dont nous allons parler essentiellement aujourd'hui, la crise à laquelle l'Europe est confrontée depuis plus de 2 ans maintenant. Nous allons voir comment on en est arrivé là, pourquoi le navire grec a-t-il fait naufrage en entrée dans la zone euro, quels développements sont à prévoir alors que les récents événements de Chypre nous rappellent que la crise n'est malheureusement pas terminée. Alors bien sûr, nobody's perfect. Vous avez été très critiqué lors de votre passage à Bercy, des commentateurs ont fustigé votre manque de vision sur la crise. Certains se sont même ouvertement demandé si vous étiez à la hauteur de ce poste. Anne Fulda, l'une de vos plus ferventes admiratrices, écrivait dans son dernier ouvrage « Le vrai problème de François Baroin, c'est que l'on ne sait pas aujourd'hui quelles sont ses idées, ni même s'il en a. » Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs,
vous allez avoir enfin la réponse à cette question. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci Marc-Antoine. Monsieur Baron, peut-être une réaction sur le portrait qui a été fait de vous? Non, pas du tout. Très sympathique, très chaleureux, très aimable, surtout dans sa conclusion. Enfin voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je suis très heureux d'être à l'EMU avec vous. Merci de votre présence. Merci Monsieur Barouin, c'est un honneur évidemment pour nous. Alors bon, pour lancer cette conférence, on aimerait avec Riyad vous poser deux questions d'actualité. La première évoquée par Marc-Antoine, la question chypriote, puisque donc, je rappelle qu'en contrepartie d'un prêt de 10 milliards d'euros conclu à Bruxelles, les autorités chypriotes s'engagent à trouver 5,8 milliards. Est-ce qu'une sortie de la zone euro de Chypre est à envisager, Chypre n'étant pas un État de la même envergure que la Grèce? Bon, Chypre, c'est quoi? C'est un petit pays, c'est l'une des économies les plus faibles de la zone euro, c'est une place shadow banking, c'est la place financière qui a abrité, on le sait, une bonne partie des réserves liquides des Russes. C'était donc très ciblé dans le dispositif de la zone euro comme étant un pays à la fois en grande difficulté économique, qui avec un système bancaire qui s'appuyait sur une économie fragile mais qui crée des éléments dynamiques de son économie, et qui a explosé en plein vol, qui était menacé tout simplement de faillite il y a une semaine, sans un programme de soutien, sans une coordination de la Troïka entre la Banque Centrale Européenne, le FMI et évidemment la Commission de Bruxelles. Le Chypre n'était pas en situation ne serait-ce que de payer ses fonctionnaires. D'ailleurs, ce cas n'est pas encore complètement réglé. On ne sait pas si Chypre sera en situation de payer ses fonctionnaires, on ne sait pas si cette économie ne va pas s'effondrer. Le plan de 10 milliards est un plan de soutien, il doit faire un effort de l'ordre de 7 milliards. C'est atteignable. Malheureusement, les ministres des Finances de l'Eurogroupe se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Ils ont proposé une mesure qui a jeté un virus dans le doute de l'ensemble des déposants en Europe, c'est-à-dire la capacité pour les États de décider d'une ponction de 10, 15, 20 ou 30% sur la totalité des dépôts qui y sont effectués, donc un risque et une menace psychologique pour les économies. Donc est-ce que Chypre peut s'en sortir? Oui, à la condition de respecter ses engagements et d'être soutenu par l'Europe. Est-ce que c'est la fin des problèmes de la stabilité de la zone euro avec toute une série de pays sous perfusion comme le Portugal, l'Espagne, pas encore, l'Italie, on ne le souhaite pas, l'Irlande et Chypre? Je pense malheureusement que nous avons devant nous encore de très grandes zones d'interrogation. La première, elle porte sur la capacité des États à réduire leur déficit et donc à piloter des politiques d'austérité équilibrées entre les efforts fiscaux et les réductions de dépenses. Et la deuxième, c'est un facteur politique qui est assez important à intégrer, qui est que ce qui s'est passé en Italie alerte énormément les marchés. Le fait qu'on ait un social-populisme avec un comique italien qui fasse 25%, et une forme de national-populisme avec Berlusconi, qui était le problème de l'Italie il y a 1 an et demi, et qui rate le pouvoir à 2 ou 3 ans de pouvoir, alerte à nouveau les marchés sur l'instabilité de cette zone et l'incapacité, la possibilité pour le peuple de dire non à des politiques d'austérité. Donc je pense que l'année 2013 est une année atone sur le plan économique, l'année 2014 est une année très incertaine en raison du rendez-vous européen. Si d'aventure une majorité des peuples se levait et disait non à une politique d'austérité, on rentrerait à nouveau dans un cycle menaçant pour l'intégrité même de la monnaie unique. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment même, Pierre Moscovici a tenu une réunion Black Swan vis-à-vis de Chypre? Et est-ce que, alors ça me permet de faire allusion au chapitre d'ouverture de votre livre Journal de crise, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce qu'a été l'épisode Black Swan et nous dire si Pierre Moscovici prépare une réunion? Black Swan, effectivement, c'est ce que j'évoque dans ce livre. Black Swan, c'est une réunion que j'ai organisée en novembre 2011 entre le G20 présidé par la France et le traité budgétaire dit Merkel-Sarkozy qui fixait le cadre de réduction de déficit et d'intégration budgétaire. Et en fait, tout ce que nous avions mis en place sur les plans d'aide au soutien de la Grèce n'avait pas fonctionné, ce qui permettait probablement à Red Fitla, effectivement, de dire qu'on n'était pas en situation de régler l'affaire. Il faut bien dire que cette crise qui durait depuis 5 ans n'a pas permis en réalité de sortir de la problématique qui est une problématique très importante à intégrer pour vous, qui êtes dans une des plus grandes écoles évidemment de management français, mais de plus grande école où vous serez appelé à des responsabilités. Quand même un bref rappel, cette crise elle vient de 2007.
elle vient des États-Unis sur un modèle de crédit hypothécaire qui a poussé l'administration américaine à pousser la classe moyenne, c'est-à-dire le modèle de la société américaine, à devenir propriétaire. Ce modèle de crédit hypothécaire de subprime a explosé dans une bulle spéculative où on ne savait pas à l'intérieur de ces subprimes et de ces crédits ce qui avait de positif ou ce qui avait de pourri. Ça a provoqué une première secousse mondiale. Ça a tenu 1 an et il y a une deuxième secousse mondiale dont l'épicentre l'a encore été aux États-Unis avec une crise bancaire où on s'est aperçu que ce système bancaire était totalement interconnecté, globalisé, mais l'administration américaine a voulu montrer en exemple, donner un exemple et a arrêté de soutenir par des aides de liquidité une banque d'affaires qui était la quatrième banque d'affaires américaine qui s'appelait Lehman Brothers. Cette seule décision de l'administration américaine a entraîné une récession mondiale puisqu'on s'est dit que si les États-Unis étaient capables de laisser tomber une banque, et bien dans ce cas-là, plus personne ne pouvait se prêter, il n'y avait plus de confiance et le système s'est grippé. Il a fallu donc une décision de tous les États et de toutes les économies avancées pour transférer les dettes privées vers les dettes publiques. Donc ils ont pratiqué la relance de la dépense publique. Et cette politique de dépense publique, qui a peut-être évité une récession trop forte, a en revanche entraîné un passage sous la ligne de flottaison de tous les États surendettés. Et cette crise a donc traversé l'Atlantique et a impacté en Europe, où à peu près tous les États sont très endettés, à l'exception peut-être singulière de l'Allemagne, de l'Autriche, du Luxembourg, et peut-être même de la Hollande. Tous les autres États sont très endettés. Et ça a tapé sur le maillon faible, qui était la Grèce. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des marchés financiers qui voulaient plus prêter de l'argent aux États, et des États qui étaient dans l'incapacité rapide de réduire leur déficit. Donc il a fallu prendre des mesures d'austérité très dures, des baisses de traitement et de salaire de fonctionnaires, des baisses de traitement pour les pensions, des déremboursements de médicaments, etc., etc. Mais la Grèce ne s'en sortait pas avec tous ces problèmes. Et à un moment, au mois de novembre, l'année dernière, en 2011, effectivement, on s'est posé clairement la question de savoir si oui ou non, on n'allait pas aller vers une grande aventure. Et la grande aventure, c'est la Grèce qui fait défaut. Elle ne peut pas rembourser, elle décide de ne rembourser ni les créanciers privés, ni les créanciers publics, elle sort de la zone euro. Et donc clairement, je suis, comme ministre des Finances, posé la question avec 2-3 personnalités pour imaginer ce que devait être le coût, ce que pourrait être le coût et ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, c'est-à-dire une contagion terrible d'un dispositif, d'un pays qui, sortant de la zone euro, menace même l'intégrité de la monnaie de tous les autres pays de l'euro. Combien coûtait et quelle aurait été l'ardoise pour la France, compte tenu de ce qu'on leur avait donné? Dans les plans directs et indirects, c'était de l'ordre de 60 à 70 milliards. Combien coûtaient également les pertes pour les assurances et pour les banques, pour les institutionnels qui avaient prêté de l'argent à la Grèce, soit par le réseau bancaire, soit à l'État directement, à peu près de la même proportion. On arrive à 120, 130 milliards, c'est juste 6 points de PIB. C'est un gros effort, plus l'effet domino derrière. Que se passe-t-il s'il y a des éléments de panique? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver le système bancaire? Donc ces questions-là, on se les est posées silencieusement, solitairement. Et ça n'a pas eu, Dieu merci, à voir le jour, dans la mesure où le traité d'intégration budgétaire a un peu rassuré les marchés. Maintenant, il était illusoire de dire il y a quelques mois que la crise de l'euro était derrière nous parce que la Banque centrale européenne est intervenue pour acheter des titres de dette. De même qu'il est illusoire d'imaginer qu'aujourd'hui, tant que les États ne sont pas désendettés durablement et parvenus à l'équilibre, d'imaginer que l'intégrité même de l'euro soit garantie. Je ne pense pas que personne de sérieux aujourd'hui en Europe, dans les ministères économiques ou financiers, soit en situation de dire l'histoire est terminée. Elle ne sera terminée durablement derrière nous que lorsque tous les pays partageant la même monnaie seront au même niveau d'équilibre budgétaire et que nous aurons commencé à engager une surveillance drastique des budgets, une coordination de protection au niveau bancaire et enfin probablement une convergence fiscale. Donc il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que c'est possible, vous pensez justement avec les différentes économies qu'il y a en Europe, de procéder à ça, qui est très différent d'un pays à l'autre? C'est possible et c'est nécessaire sur le plan budgétaire. Je ne vois pas comment on échappe à une coordination budgétaire, je ne vois pas comment on échappe à revenir à l'équilibre budgétaire. On s'est fixé des rendez-vous. On peut peut-être se poser la question de savoir si ces rendez-vous ne sont pas trop courts par rapport à l'acceptabilité et à l'effort. Comme vous êtes des super cracks et qu'une fois encore, je vais vous flatter dans le sens du poil, vous serez l'élite de la France dans quelques mois ou quelques années, j'attire votre attention sur ce que produit le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. On a travaillé dans les négociations sur les traités budgétaires, le fameux 3% de déficit qui devait être le rendez-vous de déficit pour la France cette année. On avait travaillé sur les matrices des spécialistes du Fonds monétaire international. Et ils nous avaient
encourager évidemment à travailler sur leurs études, notamment le taux d'élasticité que vous connaissez entre la réduction de déficit et le taux de croissance. Ce qu'ils nous disaient à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, c'est si on réduit nos déficits d'1 point, on réduit notre croissance d'1 point. C'est-à-dire le choix politique de fixer un calendrier pour réduire ces déficits était lié à l'acceptation du prix à payer pour la réduction de croissance. Il y a exactement 4 mois, l'économiste en chef du Fonds monétaire international, qui est un Français, M. Blanchard, qui est nobélisable pour ses travaux sur le marché du travail, mais qui probablement ne le sera pas avec sa position sur ce taux d'élasticité, a avoué que leur calcul et la réalité de l'impact est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que quand on a réduit nos déficits d'1%, on a réduit la croissance d'1,6%. C'est évidemment pas la même chose, et c'est pas du tout les mêmes choix politiques en conséquence. Et donc ça ne peut pas être le même calendrier. Donc moi, la remise en cause par Hollande ou par Ayrault des 3% sur cette année, elle ne me choque pas en tant que telle. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu un débat européen autour de cette problématique pour dire peut-être qu'on doit étendre l'élastique du calendrier, peut-être que ce n'est pas 2016 ou 2017, c'est 2018-2019, mais avec la même trajectoire. Les marchés qui prêtent par exemple 200 milliards à un pays comme la France chaque année, pour une très large part, ils peuvent accepter, ils peuvent entendre ce type d'argument, mais ils veulent que la trajectoire soit respectée. Donc ce qui est important pour créer la confiance, c'est la trajectoire, c'est si possible le respect des engagements du calendrier, et c'est naturellement une méthode de réforme de structure qui donne confiance. Alors là-dessus, on a beaucoup de points d'interrogation en ce moment. Ensuite, un deuxième volet que nous voulions aborder justement sur cette guerre économique qui se profile, c'est la guerre des monnaies, la guerre des changes, la guerre des devises. Donc on a vu que beaucoup de pays possèdent par exemple des dévaluations, notamment via des politiques monétaires, des dévaluations compétitives. C'est notamment la préoccupation de nombreux BRICS et des États-Unis. Est-ce que pour nous c'est une préoccupation majeure aussi? Si vous voulez, il y a ce débat sur l'euro fort. Est-ce que l'euro est fort? Bon, d'abord, quand on est en exercice et qu'on est ministre d'un gouvernement, on doit s'astreindre à être très très prudent dans l'expression publique sur cette problématique. Les peuples, le traité européen a confié à la Banque centrale européenne le champ d'indépendance, le soin de maîtriser l'inflation et le soin de gérer effectivement la monnaie. Donc je suis beaucoup plus à l'aise pour répondre à ce type de questions aujourd'hui, étant dans l'opposition et n'engageant pas l'État, qu'au gouvernement à l'époque où on n'était pas dans la situation de répondre. Donc ce que je vais vous dire, je crois, est assez sincère. Je ne pense pas que l'euro soit trop fort. Il est assez adapté à la réalité de la puissance d'un marché de 500 millions d'individus, a quand même des économies terriblement avancées, avec plus ou moins, évidemment, des États-providence très solidaires, avec de grandes difficultés dans certains d'entre eux, mais malgré tout, un niveau de patrimoine, un niveau de prestations sociales, un niveau d'éducation, sont des économies qui sont quand même très avancées. Donc on a une monnaie qui s'appuie sur une structure forte, on a une faiblesse qui est un surendettement de la plupart des pays qui doit se coordonner, et on a une deuxième faiblesse en France, cumulée avec la première, qui est un problème de compétitivité. Donc chaque pays, en réalité, doit travailler sur des modèles qui appartiennent également à sa structure, à son histoire, à son identité et à ses éléments de faiblesse. Le dollar, lui, mais par la volonté de la Banque centrale américaine, est évidemment sous-évalué. Mais c'est le dollar. Les États-Unis ont un mur budgétaire, ils sont à 14 000, 15 000 ou 16 000 milliards de dollars de dette. La Fed doit avoir entre 3 000 et 3 500 de réserves de stock d'achat des titres du bond du Trésor américain. Il y a d'ailleurs plus guère que la Fed qui achète aujourd'hui les bons du Trésor américain. Mais ce n'est pas le problème. Ils ont une politique qui monétise énormément l'économie, ce qui leur permet évidemment d'avoir un dollar plus faible et donc d'être beaucoup plus compétitif que nous. Et sur ce problème des monnaies, le yen est un vrai problème et le RMB chinois est également une difficulté. L'un des enjeux, par exemple, du G20 il y a 1 an et demi a été de négocier avec les Chinois ce qu'on appelait un sentier d'intégration vers une convertibilité de cette monnaie. Il faut savoir que la Chine bénéficie aujourd'hui très avantageusement, évidemment, de beaucoup d'atouts, dont sa monnaie, pas seulement, et dont un calendrier 2015-2016 qui l'amènera sur l'intégration au statut d'économie de marché. Donc, quand elle sera en économie de marché, plus en statut d'économie émergente, l'histoire sera peut-être un peu différente. Et naturellement, sa monnaie sera réévaluée. Donc là, le système sera probablement un peu plus équitable. Mais tant qu'on est dans cet entre-deux, on a 2-3 années encore difficiles. Et sur une guerre des monnaies, en effet, qui ne permet pas, par exemple, à l'euro
ou aux pays à l'intérieur de la zone euro de pratiquer des dévaluations, comme à l'époque on appelait des dévaluations compétitives. Exemple l'Italie. L'Italie, politiquement, ce qui arrive, c'est aussi la conséquence de mauvaises habitudes pendant 20 ou 25 ans, où quand il y avait un surendettement, on pratiquait une dévaluation compétitive de la lire, et puis on se refaisait la cerise, on redonnait de la compétitivité dans des marchés industriels où ils ont encore 18-19% de la part de la valeur ajoutée dans le secteur industriel. Donc voilà, on est un peu lié par ce destin, mais c'est aussi notre force et notre meilleure protection contre une surinflation. Alors on va maintenant entrer au cœur du sujet de cette conférence, donc crise mondiale vers un nouvel ordre économique. Donc dans un souci de clarté, on a divisé cette conférence en 3 sous-parties, en proposant un raisonnement par échelle, d'abord une crise mondiale, puis crise européenne, et enfin crise en France. Donc, je te laisse poser. Oui, donc la première question, c'était, vous évoquez justement dans vos diverses interventions l'idée qu'est en train de naître un nouvel ordre économique. C'est d'ailleurs le thème de la conférence d'aujourd'hui. Donc je voulais savoir quels en sont les piliers, justement. C'est un peu la petite rétrospective que j'ai évoquée sur la nature de la crise. Cette nature, elle est d'origine financière et américaine. Et elle devient mondiale, économique et budgétaire. Le problème européen et le problème français, c'est ce que j'évoquais là encore, c'est un niveau de surendettement qui nécessite de réduire le déficit public et le stock de dette. On considère d'habitude qu'au-delà de 95 ou 100% de dette, il est très difficile d'inverser la tendance. L'Italie doit être à 120% de dette, la Grèce, compte tenu des efforts avec un effacement de dette, aura péniblement les possibilités d'atteindre 120 ou 5% de sa dette en 2020. L'Allemagne a un niveau d'endettement effectivement relativement acceptable. Ils ont 2 ou 3 ans d'avance sur leur rythme de déficit. Sauf que l'Allemagne, n'oubliez jamais qu'il y a l'histoire derrière, et que l'Allemagne a une aversion au surendettement, à la surinflation, qui est liée aux conditions des années 30 qui ont amené Hitler au pouvoir et qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Donc toutes les générations d'après-guerre en Allemagne apprennent la lutte contre la surinflation et le surendettement comme ils apprennent l'orthographe, la grammaire et les mathématiques. C'est un élément culturel. Ils ont donc un consensus politique d'affectation des recettes de la croissance économique au désendettement. Donc dès qu'ils ont de la dette, leur priorité politique, dans un consensus gauche-droite, c'est de se désendetter. Deuxièmement, l'Allemagne a aussi un consensus social et politique sur des réformes structurelles. Exemple, les réformes Schröder, qui ont permis d'avoir une modération salariale pour redonner des marges de compétitivité aux entreprises à l'export. Le Portugal est une économie en réalité qui va avoir 15 ou 20 ans de retard. Ils font des efforts, ils sont sérieux, ils tiennent leur parole, mais c'est difficile. L'Espagne, c'est un modèle spéculatif immobilier, un peu à l'américaine, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 25% de la population au chômage, 50% des moins de 25 ans qui sont sur le carreau, et n'oubliez jamais que l'Espagne a produit quasiment autant de logements que la France et l'Allemagne réunies. L'Espagne étant à peu près 2 fois moins important que la France. Donc chaque économie a sa particularité, mais le lien commun, c'est surendettement. C'est ce surendettement. Donc la question des dettes souveraines, la question de la gestion des dettes souveraines, la question de renégociation des dettes souveraines, la question de la réévaluation du rééchelonnement est à mon avis une problématique majeure. Autrefois, c'était un problème des pays pauvres, ou des pays pauvres très endettés, ou des pays ou des économies d'Amérique du Sud, comme le Mexique, comme l'Argentine, qui avaient des singularités très particulières. Aujourd'hui, cette problématique du surendettement, additionné privé et public, c'est une problématique majeure des économies avancées qui remettent en cause, en fait, une idée très simple, qui est que les politiques publiques pouvaient, quoi qu'il arrive, croissance ou pas croissance, se financer par l'emprunt et donc gager sur les générations qui viennent le fait d'assurer le confort des générations précédentes. Et ce modèle-là, si on veut le continuer, il n'est plus possible par emprunt. Je vais vous prendre 2-3 exemples très rapides. Si on prend la France, vous avez 3 sources de dépenses. Vous avez les dépenses de l'État, vous avez les dépenses de la sécurité sociale, vous avez les dépenses des collectivités locales. Les dépenses de l'État, elles sont maîtrisées, on ne fait même pas l'inflation aujourd'hui sur les dépenses de l'État. Mais comme on a une croissance nulle, eh bien, elles continuent d'augmenter facialement. Parce que tout simplement, vous avez les pensions de retraite qui, elles, sont alignées au moins sur la moitié de l'inflation. Et ça, c'est un stock, évidemment, qui fait partie de l'obligation de l'État. Si vous prenez le schéma de la sécurité sociale, la croissance ou l'absence de croissance, c'est un désastre pour les finances publiques, puisque vous avez moins de recettes,
Et vous avez plus de dépenses sociales. Vous avez une augmentation de 5,6% du RSA. Vous avez une augmentation d'un peu moins pour toutes les prestations chômage. Et sur 2 ans, donc vous avez un effet de ciseau très spectaculaire qui fait que moins de recettes, plus de dépenses dans un pays en surdéficit et surendettement, ça n'est pas tenable. Et pour les collectivités territoriales, c'est la même chose. Elles ne peuvent pas être en surendettement, parce que la loi ne le permet pas. Mais en revanche, elles ont une situation de charge de remboursement d'indemnité qui fait que quand la France présente ses chiffres au niveau européen, elle présente les 3 sources. Et juste parce que vous êtes quand même au cœur de cette génération, dites-vous bien que vous avez 15 à 20% de médicaments aujourd'hui qui sont payés et qui sont remboursés, et tout ça se fait par emprunt. C'est-à-dire que le confort de la santé du quotidien aujourd'hui, pour vous, pour vos parents, pour vos grands-parents, est aujourd'hui financé sur les générations qui suivent. Et ces dettes, il faudra les rembourser. Sauf si la situation devient très grave, c'est-à-dire, allez, après les européennes et une poussée populiste en Europe très forte, qui remet en cause l'intégrité de la monnaie unique, et bien dans ce cas, se posera la question d'un rééchelonnement de la dette compris en Europe. C'est-à-dire de créer une caisse d'amortissement d'une dette européenne. Ce que je dis est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas dire publiquement dans les négociations internationales, mais je ne vois pas comment on peut continuer à vivre par du surendettement avec des niveaux de déficit excessifs qui absorbent la croissance dans tous les sens du terme. Quand vous réduisez les déficits, vous absorbez la croissance, mais quand vous êtes en surdéficit et en surendettement, vous ne donnez pas les moyens aussi à la croissance d'arriver. Donc on est vraiment dans une alternative du diable, c'est-à-dire dîner à sa table ou mourir de faim, et dans les 2 cas de figure, il faut choisir la moins mauvaise des solutions. La moins mauvaise, c'est quand même des politiques de rigueur, de responsabilité, de se serrer la ceinture pendant 3, 4 ou 5 ans, et ensuite de ne plus bouger de ça. Et tout ça, ça nécessite du courage, de la force politique et de la confiance dans le pays. Alors moi, ma question va porter sur le rapport de force entre le pouvoir politique et le pouvoir des marchés, parce que je pense que votre expérience de ministre de l'économie en France est représentative de la situation des ministres de l'économie des différents États. Ce qui ressort vraiment dans votre livre, c'est que pendant les 2 ans aux affaires économiques, vraiment vous adoptez une posture, vous le dites vous-même, d'équilibriste entre ce devoir d'informer les Français et en même temps le fait d'accepter de ne pas pouvoir tout dire. Finalement, on a un peu le sentiment que pendant 2 ans, vous aviez vraiment les points liés parce que informer les Français, ça veut dire prise de parole publique, ça veut dire des analystes qui notent le moindre mot, et derrière, c'est des marchés, donc des investisseurs, qui ont des réactions. Donc j'aimerais savoir quelle est votre vision de ce rapport de force très contemporain entre le pouvoir politique et le pouvoir des marchés financiers. Bon, d'abord, les ministres et les ministres des Finances, surtout dans une période de crise, sont scrutés à la loupe. On a l'intimité d'un poisson rouge dans un bocal et on est découpé au cutter, des tweets jusqu'à télévision, médias en boucle. Et sur la partie financière, vous avez en plus les films Bloomberg, vous avez tous les analystes des marchés, les analystes des banques, des assurances, qui décryptent tout et dans toutes les directions. Il suffit de voir les dernières déclarations du président de l'Eurogroupe, qui venait d'arriver, qui est un Hollandais qui avait été choisi par les Allemands, qui avait expliqué que sur le modèle chypriote, ça pouvait être un modèle qui se généraliserait sur la base justement de la taxation de 30% sur les dépôts chypriotes. Inutile de vous dire que ça a été quand même une sévère correction pour lui, puisqu'il a été attaqué par le marché, par ses pairs, il a été obligé d'être démenti, alors qu'il a l'indépendance, par la commission de Bruxelles, par l'ensemble des commissaires qui sont montés au créneau pour dire naturellement ce qui s'est passé ne peut pas être un modèle généralisé. Donc c'est dire la prudence avec laquelle les uns et les autres, lorsque l'on incarne une institution, de manière provisoire, temporaire, par définition, on est qu'au service d'une mission, d'un État, d'une commission ou d'un groupe de ministres des Finances, on doit réfléchir énormément à ce que l'on dit, on doit le dire avec beaucoup de détermination, beaucoup de sang-froid, et ne jamais oublier que quand on est dans le champ politique, ce qui est le cas d'un ministre, on a 3 cibles. Vous avez la cible médiatique, bien sûr, qui doit relayer, qui doit aussi transmettre à l'opinion publique votre message. Vous avez l'expression directe auprès de la population, ça c'est le passage à la télévision, donc il faut parler de manière simple, sur des sujets très techniques, très complexes. Je ne vous apprends rien, vous savez tout, mais l'opinion publique, il y a des doutes dans la salle, je crois. Mais ne serait-ce que les termes de croissance ou les termes de marché financier. Les gens ne savent pas ce que c'est le marché financier. Donc il faut faire de la pédagogie. Le marché financier, c'est comme les marchés de fleurs, les marchés bestiaux, c'est une offre système d'offres
d'échanges et de demandes. Vous avez des gens qui prêtent de l'argent, puis vous avez des gens qui ont besoin d'argent. S'agissant des États ont besoin d'argent, et vous avez des fonds de pension qui prêtent de l'argent. Donc il faut pouvoir expliquer tout ça. Et il y a cette pression des marchés, surtout dans la période dans laquelle on se trouvait, qui fait que le moindre mot qui dérivait d'une trajectoire des finances publiques pouvait avoir un impact directement sur les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux qui pouvaient exister entre le taux allemand et les autres taux européens, notamment le taux des obligations françaises à 10 ans. Donc tout ça, ça fait partie, non pas d'une schizophrénie naturelle du politique dans l'exercice de ses fonctions, mais dans l'exigence obligatoire horaire de l'expression publique en période de crise extrême. Une dernière question, est-ce que vous pensez que ce climat de marasme économique mondialisé rend justement les menaces par exemple de la Corée du Nord plus sérieuses? Est-ce que ce n'est pas justement un climat qui serait propice à des conflits? De toute façon, le climat, il est quand même pas super favorable pour une bonne humeur généralisée et une ambiance très ludique. Tout va bien dans le monde. D'abord, le climat économique, il est inégalement réparti. La Chine, après un gros trou d'air, puisqu'elle n'avait plus que 7 à 8% de croissance, remonte aujourd'hui à 2 chiffres. Sachant que la Chine, elle a un problème dans quelques années. Est-ce que c'est à 15 ans, à 20 ans ou à 25 ans? La Chine doit absorber en moyenne, chaque année, 50 millions de travailleurs qui viennent de la campagne et qui viennent dans la ville. Donc l'énorme stock de taux de croissance annuel provient du bâtiment, des travaux publics et de la construction, qui push évidemment les autorités chinoises à accueillir ces gens, à leur trouver un travail. Mais derrière, il y a un mur social. C'est-à-dire, qui dit un travail, dit ensuite des revendications sociales. Et puis après, un niveau de retraite élevé. Donc la Chine aura de toute façon, à 20 ans, un vrai mur social à franchir qui n'est pas évident. Mais la Chine va plutôt bien. L'Inde se met dans la bonne direction. Les États-Unis ont rebondi. Surtout si, quand même, une situation économique plus avantageuse, c'est pas complètement stabilisé. Il y a des interrogations, justement, sur ce qui laisse actuellement la Fed et le mur budgétaire. Mais ils sont de là, c'est les États-Unis, ils ont passé un cap difficile, ils s'en sortiront. Vraiment, l'enfant malade de l'économie mondiale, c'est l'Europe. Pour des raisons, justement, de surendettement. Et pour des raisons de forte dépendance, plus ou moins, justement, au financement par les marchés financiers. Je le disais tout à l'heure, la France est un pays qui emprunte 200 milliards chaque année. 65 à 70% de cet emprunt s'effectue sur les marchés financiers. Donc l'essentiel est fondé sur la confiance qu'on est capable d'avoir avec eux. Pour l'instant, on s'en sort bien. On a le taux le plus faible historiquement recueilli sur les obligations à 10 ans. Mais pourquoi? Parce que tous les autres pays sont sinistrés, à l'exception de l'Allemagne. Donc la France, parce qu'elle a une économie diversifiée, parce qu'elle a une main-d'œuvre qualifiée, parce qu'elle a un système bancaire résilient qui a fait ses preuves, parce qu'elle a un taux d'épargne de l'ordre de 17% qui la protège, parce qu'on a un niveau de patrimoine, parce qu'on a une économie, malgré tout, qui peut avoir des possibilités de rebond, a une capacité d'attraction et rassurez-vous bien que les gens ont plus placé leur argent. Mais ça n'est pas simple, ça n'est pas non plus évident. En tout cas, l'Europe doit se réformer pour profiter de l'économie mondiale. Merci. Et justement, pour développer sur le volet européen, justement, Bertrand, une question. Justement, qu'est-ce que vous pensez notamment de l'hostilité croissante en Europe vis-à-vis de l'Allemagne? Nul n'ignore le rafraîchissement considérable des relations entre la France et l'Allemagne depuis que, en disant que Nicolas Sarkozy a quitté les affaires. Et deuxième question, on recevait M. Guénaud ici même il y a 2 semaines. Est-ce que vous partagez son analyse selon laquelle il faut, je cite, se méfier du modèle allemand? Et je poursuis, l'Allemagne fait sa richesse sur le dos des autres Européens. Alors, il faut le détailler, ça. Faut le détailler. Le modèle allemand ne peut pas... D'abord, il ne peut pas y avoir un papier calque d'un modèle sur un autre. Il n'est pas question de se dire, tiens, il y a quelque chose qui marche dans un autre pays, on va l'appliquer à 100% en France. Il faut prendre les bonnes recettes là où ça marche, et il faut aussi quand même s'adapter à un modèle économique comme une autre. Le modèle allemand, c'est quoi? Sur la base des réformes Schröder, c'est, je l'ai dit, une modération, pour ne pas dire un blocage salarial pendant de nombreuses années. Je vous renvoie sur les courbes de différenciation entre l'évolution des salaires en France et l'évolution des salaires en Allemagne sur 10 ans. C'est spectaculaire, c'est un rapport de 1 à 10, à 12, à 15. Enfin, c'est vraiment considérable. Naturellement, ça a redonné des marges de manœuvre aux entreprises, et elles ont aujourd'hui, les entreprises allemandes, une forte capacité d'export. Je rappelle que nous reste, nous, dans la part de la valeur ajoutée de l'ordre de 12% dans le secteur industriel, quand les Allemands sont encore aujourd'hui à 23 ou 24,
quand même, les Italiens sont montés, comme je le disais tout à l'heure également, à un peu plus de 18. Donc, sur des secteurs très capitalistiques, lorsque vous investissez et que vous avez des parts de marché à l'export, vous avez aussi une capacité naturellement d'avoir une grosse masse d'investissement. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également qui est intéressant en Allemagne? C'est ce que j'ai voté sur le consensus politique sur la dette, et c'est tout un tissu d'entreprises dans de très nombreux secteurs. Dans les points faibles du modèle allemand, il n'y a pas de salaire minimum, il y a une précarité qui est plus élevée, vous avez un niveau de pension qui est un choix de société, niveau de retraite qui est beaucoup plus faible, et vous avez également un effort sur le plan social qui n'a plus rien à voir avec l'effort porté par un pays comme la France, notamment chez les chômeurs. Au pire de la crise qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a privilégié le chômage partiel, c'est-à-dire que l'État fédéral a pris en charge 20 ou 30% du salaire pour préserver les emplois, même si les entreprises ne pouvaient pas payer, mais en revanche, a diminué de moitié puisque les chômeurs étaient indemnisés 2 ans et ne sont plus qu'indemnisés qu'1 an. C'est-à-dire qu'une fois passée l'année, ils sont immédiatement basculés dans une forme de précarité. Ils ont diminué de 25 à 30% sur un exercice budgétaire de mémoire les fonds alloués à l'équivalent du pôle emploi là-bas. Donc vous voyez bien que cet effort économique et cette relance de la compétitivité par un désendettement passe par des salaires faibles, une précarité accrue, un avenir quand même plus incertain, donc il faut mettre de côté puisqu'on a moins de retraite, et évidemment une obligation de rebondir très vite si malheureusement on est frappé par le chômage. Donc c'est quand même des modèles de société qu'on ne peut pas complètement calquer sur la France. Maintenant, est-ce que l'on peut faire sans l'Allemagne aujourd'hui? Vous avez dit que ça s'était refroidi, et vous avez d'ailleurs aimablement dit publiquement que c'était depuis le départ de Nicolas Sarkozy, comme si depuis lors il n'y avait plus rien. Malheureusement, depuis lors, il y a François Hollande, il est en place depuis 10 mois, et c'est quand même bien responsable de ce refroidissement, entre autres, de la qualité des relations avec l'Allemagne. Je veux dire, Hollande a commis 3 fautes majeures. La première, c'est d'aller devant Mme Merkel, en jouant les fiers à bras, en montrant des ficelles ce qu'il n'a pas, et en lui expliquant qu'elle n'avait jamais compris ce que c'était que la croissance. Le deuxième, c'est de dire, finalement, ton traité signé avec Sarkozy, c'est pas mal, je vais mettre ma signature en bas de la page, on ne change rien, ou on s'entend juste pour dire on a fait de la croissance. Oui, ils ont sorti 120 milliards, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi des fonds européens structurels et maquillé l'ensemble d'une recapitalisation de la Banque européenne d'investissement pour faire 120 milliards, c'est-à-dire à peine 1% de la richesse globale européenne, c'est-à-dire rien du tout, c'est-à-dire peanuts, c'est-à-dire zéro, c'est-à-dire qu'il est rentré de bredouille, sauf qu'il a réussi à se fâcher avec Mme Merkel. La troisième faute, qui me semble être plus lourde, et qui est révélatrice notamment dans la gestion des nominations, ça a été de jouer la défaite de Mme Merkel, qu'il a bien compris. C'est-à-dire éventuellement de la mettre en difficulté sur sa scène nationale pour faire en sorte que ce soit le SPD qui gagne derrière. Ce qui n'est pas très malin, parce que c'est mal connaître Mme Merkel. Mme Merkel, elle est capable de faire des coalitions. Elle est capable de faire des coalitions avec les Verts, elle est capable de faire des coalitions avec le SPD. Elle a bien fait une coalition avec M. Schröder. Et puis, moi, à sa place, je ne jouerais pas avec Mme Merkel. Moi, je connais Mme Merkel. J'ai été en réunion de très nombreuses heures et à plusieurs reprises avec elle. Je le dis franchement, je suis insensible à son charme. Mais l'autorité naturelle qu'elle dégage et son passé de dévoreur d'hommes amène naturellement, lorsqu'on a cette situation en face d'elle, à réfléchir à 2 fois. Elle a quand même transporté M. Kohl aux oubliettes de l'histoire, qui est juste celui qui a fait la réunification allemande. Elle a bloqué M. Schäuble, qui aurait dû être chancelier à 2 reprises, qui était président de la CDU, elle en était secrétaire général, elle l'a mangé tout cru. Elle a tapé Schröder, qui est celui qui a redonné de l'élan à l'économie allemande. Elle l'a mis dans sa coalition, il a disparu des oubliettes, il fait maintenant des grandes conférences internationales avec les Russes. Et elle a effectivement, je pense, au fond d'elle-même, strictement aucune angoisse à l'idée de rencontrer M. Hollande dans ces discussions. Enfin, et pour conclure, peut-être sur un chemin un peu plus sérieux, sans l'Allemagne, la France ne peut pas créer les conditions d'une relance de la confiance. C'est une erreur historique que d'imaginer qu'on peut se séparer de l'Allemagne. Nous avons besoin de l'Allemagne, nous avons besoin de sa puissance, nous avons besoin de son autorité,
L'Allemagne, c'est la première économie européenne. C'est le premier bloc en termes de population, mais c'est aussi le pays le plus sérieux, le plus crédible, aujourd'hui, qui tire l'Europe vers le haut. Et j'ajoute que si on n'arrive pas dans un couple franco-allemand, qui, au-delà du regard de l'histoire, nous oblige à être de toute façon dans une bonne entente avec eux, nous devons aussi créer les conditions de faire en sorte que l'Allemagne ne tourne pas le dos définitivement. Donc c'est beaucoup de risques pour des moyens qu'aujourd'hui M. Hollande n'a pas. Juste très rapidement, vous avez parlé des charmes de Mme Merkel. Obama, Très furtivement quand même. Obama, par exemple, comment est-ce qu'il est en réunion? Obama, je l'ai dit pour ces dames, Obama c'est quand même un super beau mec, il faut dire les choses, il est super grand. Il a un regard très droit, il a un très beau sourire, il a une voix charmante, c'est un type sympathique. Il est authentiquement chaleureux. C'est un intellectuel d'abord et avant tout, c'est ça qui est intéressant dans les réunions. Il n'est pas dans le rapport de force, il n'en a pas besoin, il est président des États-Unis, en plus il s'appelle Obama. Donc il n'en rajoute pas. Ça c'est à noter. Et ensuite, dans les négociations, ce qui est intéressant, tout Obama qu'il est, c'est qu'il est quand même assez ouvert sur le monde européen, assez à l'écoute des autres et de ses partenaires. Il n'a jamais compris le fonctionnement européen. Lui, comme ses collaborateurs, ils ne comprennent pas comment 17 parlements peuvent prendre autant de temps pour prendre des décisions. Donc le processus, le modèle, le disque dur européen est un truc qui est incompréhensible pour les Américains. Un processus politique d'une lenteur aussi importante et quelque chose qui est à l'opposé de la construction américaine, de l'efficacité du business et de ce qui compte et ce qui marche. Retour aux dames de fer, donc une autre dame de fer qui fait l'actualité, c'est Margaret Thatcher, et qui envoie la Grande-Bretagne en avant de la scène. Il y a M. Cameron qui voulait faire un référendum sur la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ces menaces? Est-ce que ça fragiliserait l'Union Européenne? Évidemment. Naturellement que les discussions avec les Britanniques sont très difficiles. Évidemment, le fait qu'ils soient justement dans les langues de Mme Thatcher qui avait négocié le rabais britannique, d'ailleurs qui pèse encore aujourd'hui. Je veux dire, Mme Thatcher, responsable politique à la fin des années 70, prévient les leaders européens sur le thème. J'en ai marre que l'effort européen serve essentiellement à financer la politique agricole commune, qui ne rapporte rien à la Grande-Bretagne et qui rapporte quasiment tout à l'agriculture française. Elle a obtenu les 2/3 de la reversion de ce rabais, donc elle a obtenu son chèque convie encore là-dessus. Et le chèque de Thatcher continue d'empoisonner les relations européennes. Mais ce sera un désastre sur le plan du message, sur le plan diplomatique, même pour la Grande-Bretagne. Je veux dire, je crois de mémoire, 45 ou 50% de ces échanges proviennent du marché de l'Union européenne. Je ne vois pas comment la Grande-Bretagne peut se permettre de se payer le luxe de sortir par voie référendaire de tout cela. Les économies sont trop fabriquées, les enjeux sont trop forts, sont trop lourds. Mais on n'a pas le droit de dire au revoir, salut, et puis on sera bien content de ne pas te revoir. Ce n'est pas possible. Bien sûr que les discussions avec les Britanniques sont très difficiles. Bien sûr, dès qu'on émet une réserve, on se fait la une des tabloïds. Moi, je me suis fait insulter par le Sun avec ma tête mise à prix, goudron et plume, sur une petite bredouille un peu farcie. Tout simplement parce que j'avais mis des réserves sur la politique du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Enfin, j'étais pas le seul. Il y avait Fillon, il y avait le gouverneur de la Banque de France. Enfin, on était tous les trois en brochette, ça n'était pas très glorieux. Mais bon, après tout, on joue des 6 nations, on s'en met plein la figure, il y a le 3e mi-temps, il y a quand même du respect. Moi, j'aime bien les Britanniques, je les aime bien, ils sont intelligents. C'est vrai qu'il y a un égoïsme dans la négociation britannique, mais c'est vrai aussi que c'est un immense peuple mondial avec une immense histoire. Et s'il y a beaucoup d'inconvénients à les avoir, il y aurait énormément d'handicaps à ne plus les voir. On va maintenant passer rapidement sur la France, mais on en a quand même relativement bien parlé tout au long. Bon, là je vais le citer, François Hollande, finalement, il fait un peu du social-libéralisme, puisque bon, finalement il n'a pas changé, donc je l'avais dit, une ligne du traité budgétaire Merkel-Sarkozy. Il y a un plan d'aide aux entreprises de 20 milliards qui a été décidé après le rapport Gallois. En ce moment, on ne parle que de flexi-sécurité. Finalement, c'est pas si mal ce qu'il fait en ce moment, François Hollande. Vous êtes sérieux? Non, vraiment, je ne connais pas assez. Non, mais je demande, je sais que c'est une question. Non, parce que dans ce cas-là, on a localisé le type qui considère que c'est pas si mal ce qu'on fait. Qui se retrouve dans les 27%. C'était un peu facile. On est d'accord qu'il a enterré sa campagne en 3 mois. On est d'accord. Là, effectivement, la forme de
On est d'accord. On est d'accord. Bon, franchement, François Hollande, depuis 10 mois, on en rigole, et c'est vrai que ce serait comique si ce n'était tragique. Je dis les choses que je pense. Je n'ai pas en référence en histoire un président de la République et un Premier ministre qui ait autant mis en difficulté nos institutions dans une impréparation d'une expérience qui est hallucinante. Et je suis très très modéré par rapport à ce que pensent bon nombre de parlementaires socialistes aujourd'hui, et probablement certains membres du gouvernement, et je ne parle même pas de l'affaire Cahuzac. Je parle de la manière plus qu'approximative, brouillonne, parfois inacceptable de la gestion du gouvernement. Sur la politique, c'est très simple. Il a vendu un rêve aux Français sur le thème « il y a un problème en France ». On l'a localisé, on sait où il est à l'Élysée, il s'appelle Sarkozy. Et il n'a fait sa campagne que là-dessus. Il fallait sortir Sarkozy, il crée les conditions d'une majorité de rencontre, de Mélenchon à Eva Joly, en passant par les socialistes les plus durs, Montebourg, ou les plus tendres comme Valls, et il s'est fait un patchwork électoral qui a créé les conditions de la sortie de Nicolas Sarkozy. C'était le choix des Français, on est en démocratie, on s'incline avec respect, on a été battu. Moi je donne de leçons à personne, je n'oublie pas la défaite, et je suis plutôt silencieux en ce moment, parce que je suis un bon chiracien pur sucre, qui a une forme d'élégance et de bonne éducation, qui fait que quand on a été battu pendant un an, on est plutôt silencieux, on regarde, on se tait, on attend, et puis on commence à reconstruire derrière. Mais c'est vraiment difficile de garder son silence en ce moment, compte tenu de l'accélération avec laquelle la crise économique, sociale et désormais politique et institutionnelle est en train de greffer une espèce d'angoisse dans le cœur de chaque Français, qu'il soit de gauche ou de droite. Si on reste sur le strict chemin économique, effectivement, en 3 mois, il enterre sa campagne. Il l'enterre dans son discours de la fin du mois d'août, mais il l'enterre surtout dans la présentation du budget par Cahuzac fin septembre au Conseil des ministres, où il dit on tiendra les 3%, et on prendra les mesures nécessaires, il faut un choc fiscal, et c'est un effort, oui, de l'ordre de, a priori, une trentaine de milliards, 35 milliards. Ils n'y parviennent pas, il faut au chemin, et ils s'organisent de telle sorte qu'il faut, dans l'urgence, accélérer des réformes dites structurelles. Il commande le rapport Gallois. Je rappelle qu'au mois de juillet, quand même, le gouvernement Hollande efface la défiscalisation des heures supplémentaires, fait voter une taxe supplémentaire sur l'ISF, et efface la TVA sociale. 4 mois plus tard, ils mettent en place un crédit d'impôt compétitivité de l'ordre de 20 milliards, qui n'est autre que de la TVA sociale qu'ils n'assument pas. Même chose sur l'accord flexi-sécurité, ce genre de choses. Donc vous avez raison de dire que c'est du social-libéralisme, sauf que là, pour moi, et pour résumer, la grande faiblesse de Hollande, c'est de ne pas assumer ce tournant de la rigueur, de l'acceptabilité de l'économie telle que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire de manière mondiale, qui nécessite des réformes de structure pour corriger un gros point faible de l'économie française, qui est le coût unitaire du travail, et qui est évidemment le financement de la protection sociale par d'autres bases fiscales que les seules cotisations patronales ou salariales. Voilà, j'en ai terminé, parce que si vous m'emmenez sur le terrain d'Hollande, vous allez partir parce que vous aurez sûrement d'autres trucs à faire, et 2, moi aussi, parce que j'ai une réunion après. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur Hollande. On va passer aux questions rapides, peut-être. Ok. Alors bon, c'est une phase un petit peu plus légère, dirons-nous. Donc on vous demande de répondre relativement rapidement. Alors bon, première question toute simple. Est-ce que finalement il n'y a pas une forme de soulagement à être sorti des affaires à ce niveau-là? Est-ce que vous avez un emploi du temps un peu plus... Ah non, mais ça je suis plus tranquille, ouais. Ça, franchement. Oui. Non, en soulagement dedans, parce que le ministre n'en est qu'un serviteur au service de l'État. Vous avez rappelé, ça a été rappelé dans le parcours. Moi, je suis un chiracien, je suis pas un sarkozyste historique. On se connaît très bien depuis longtemps, on a eu des périodes de crêpes, des périodes de creux, on a eu des périodes vraiment d'opposition et puis des périodes de grand rapprochement. J'ai été heureux de répondre à sa demande pour rassembler la famille politique, j'ai assumé mes responsabilités de ministre, je suis fier d'avoir été dans son gouvernement, fier d'avoir travaillé avec lui, c'était du 24 heures sur 24, très lourd, on a eu une période très angoissante à gérer, on a fait ce qu'on a pu. Peut-être la seule fierté, c'est d'avoir contribué à faire en sorte que l'euro n'éclate pas et de protéger les économies des Français. Au final, on a été battus. Alors la situation d'opposant, elle n'est pas très confortable, mais en même temps, chacun son temps. Enfin, voilà, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de mélancolie. Il y a un peu plus de temps libre, peut-être. Alors François Baroin, une question, est-ce que vous êtes sportif? Parce qu'on sait que vous plaignez de problèmes d'épaule lorsque vous étiez au ministère.
Et on sait aussi que d'autres ministres sont très doués pour faire des boulettes et que vous êtes très doués pour les rattraper. La preuve par l'image derrière vous. Et vous aussi, en face des Français, au rendez-vous de la vérité, nous le serons. La parole. Chacun regagne sa place. Ouais, alors ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que j'avais parlé de leur arrivée au pouvoir en 97 par effraction. Bon, je pense pas que je voulais dire ça. En fait, mon idée, c'était de dire que les triangulaires avaient créé les conditions politiques de leur retour au pouvoir, et c'était plus de manière improviste. Voilà. Mais une fois qu'on a ouvert le truc et qu'on dit effraction, on y va jusqu'au bout. Puis alors, en plus, comme ils ont commencé à m'insulter, à vouloir me casser la figure, à m'envoyer des trucs, on a le sang chaud un peu en politique. Je dis, bah, c'est très bien, si vous voulez jouer, on va jouer. Et donc on a joué jusqu'au bout, donc ils sont partis, il y en a un qui m'a envoyé une boulette, et à l'époque j'étais effectivement très sportif, comme vous dites, j'ai réussi à attraper une boulette de la main gauche. Et je l'ai posée délicatement, et je me souviens en tout cas encore en ce moment, un truc espèce d'ambiance surréaliste, enfin, pour les gens qui regardent c'est surréaliste, mais l'hémicycle c'est un petit théâtre, c'est beaucoup plus petit qu'à la télévision. En plus il y a une espèce de hiérarchie des fauteuils qui va très rapidement très haut, et donc tout ça vous écrase, et quand vous êtes en barbe, moi j'aimais bien cet exercice, ça peut être assez violent, mais il y a quand même une part de théâtre qui est très soutenue. Le lendemain, tout ça a été oublié. Je dis pas qu'on a fait un tech five avec Hero, mais enfin à 15h on a rien. Alors sur votre, j'ai vu que vous aviez un iPhone, ou sur votre iPad mini, qu'est-ce qu'on peut trouver comme musique? On sait notamment que vous aimez beaucoup IAM, on a retrouvé l'extrait. J'adore IAM. Obscur, la force est noire comme un château. Je suis sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens bascule de notre côté. Bonjour Monsieur Marouin. Comment ça va? Vous-même. Très bien, bien. Alors votre album préféré c'est L'école du micro d'argent ou... Oui, non, j'étais en train de regarder ma playlist pour vous faire plaisir. Non, il y a tout, il y a les Virgins, il y a Archive, il y a pas mal de trucs, il y a Crowder Dorfmeister, il y a Toxa, il y a mon rap, j'aimais bien l'école du micro d'argent, d'abord parce que je trouvais que c'était plus accompli, ensuite parce que le verbe est là, parce qu'il y a du message. Et puis j'ai mon fils aîné qui a le même âge que beaucoup d'entre vous, et donc on a écouté pas mal de rap il y a quelques années. C'est un dingue de musique, il m'en a appris beaucoup, et moi je lui ai appris Nino Ferrer, je m'en dérobe. Et donc on a cru comprendre tout à l'heure, vous allez déjà répondre à cette question, mais est-ce que pour vous, pour le gouvernement, le changement c'est maintenant? Alors ça, là encore, non, il n'y a rien derrière. J'ai mis mais un temps fou à comprendre ce qu'il voulait dire, et je ne suis pas sûr d'y être parvenu complètement. J'ai compris que c'était un code qui se parlait entre eux, et c'était une référence, mais je n'étais pas dans le coup. Mais à votre question, vous voulez une dissolution, c'est ça? Par exemple, un changement très rapide. Non, je pense qu'il faut qu'ils aillent quand même jusqu'au bout de leur effort, c'est quand même un peu tôt. Et alors on sait que M. El-Kabash était votre premier patron à Europe 1. Alors est-ce que vous vous sentez un peu à la maison lorsque vous allez à Europe 1? Et est-ce que M. El-Kabash, avant de vous engager, a vu cette vidéo? Merci, c'est une surprise. Vous étiez à la manif hier? Non. Pourquoi? Bah, parce que justement, moi je trouve ça très triste, effectivement, la disparition d'un jeune comme ça, mais je me sentais pas tellement concerné par la manifestation. Bon, alors là, vous l'avez compris, j'ai votre âge. C'est le temps passe, hélas. Et c'était pour les manifs de 85-86, un truc comme ça. Je pense que j'avais fait de bonnes soirées la veille. Je pense que j'allais me coucher très très tard. Mon père était suivi par une caméra de télé, il arrive, il ne prévient personne. Bon, l'honneur est sauf, il n'était pas 13h ou 14h, il devait être 9h ou 9h30 du matin. L'honneur est doublement sauf parce qu'il n'y avait personne d'autre dans ma chambre. Enfin, j'étais quand même bien dans le pâté. D'ailleurs, vous me dites un peu plus long, merci pour la surprise. Oui. De toute façon, on ne s'est pas expliqué après, hein, parce que c'était quand même un peu une taloche, quoi. Alors, peut-être l'une des dernières questions à propos de votre patrimoine. Vous êtes plutôt 600 000 € ou 15 millions? Plutôt 600 000 €, oui. Plutôt proche de 600 000 €. Non, plus sérieusement,
peut-être un mot sur l'affaire Cahuzac. Un mot. Plusieurs. Je peux faire une phrase, peut-être. On sera en contact. Hein, qu'est-ce que vous voulez Moi, j'ai refusé de mêler ma voix à ce cortège que je trouve assez indigne. Cahuzac, c'est un adversaire politique redoutable. Il était respecté à la commission des finances, à droite comme à gauche. Probablement le ministre le plus compétent, le plus solide, le plus sérieux. Peut-être que celui qui défendait le mieux la ligne politique fixée par le président de la République, le Premier ministre. Il a fait cet aveu qui est un choc énorme, qui est incompréhensible. Je crois qu'on est au début de l'histoire. Je pense qu'on est au début de l'histoire. Il y a quelque chose qui ira probablement plus loin que le simple aveu d'un ministre du budget qui a pratiqué une fraude fiscale. Ça secoue très fort. Le gouvernement essaie d'avoir un rideau de fumée avec des textes sur la moralisation et la transparence. Moi, je me méfie beaucoup du fait de légiférer dans l'urgence. On fait souvent n'importe quoi. Et avec ça, plus la suppression du cumul, plus la proportionnelle, plus la réforme des ministres que nous avons voté, qui redeviennent députés, j'ai le sentiment qu'on va à un retour accéléré vers la 4ème République, c'est-à-dire un régime des partis politiques composés d'apparatchiks ou de bureaucrates qui sont en dehors de l'économie réelle et qui vont constituer quelque chose qui fera que les partis qui vont dominer la vie politique, qui ne représentent que moins de 1% du corps électoral, seront encore plus séparés de la réalité de l'opinion publique et de la réalité telle que l'économie va se développer. Donc je suis plutôt inquiet, et c'est pour ça que je ne souhaite pas en rajouter ni sur l'homme, ni sur la situation en général, qui est vraiment pas tout. Ultime question. Alors, dernière question, M. Baron, la plus importante pour nous, il faut le dire, avec Bertrand, c'est très concerté. Votre mentor en politique, c'était Jacques Chirac. Et Jacques Chirac disait qu'il fallait 30 ans pour être présidentiel. En 2022, ça fera 30 ans. Alors, M. Barouin, est-ce que pour 2022, vous cherchez 2 stagiaires talentueux? Vous aurez quel âge en 2022 vous... Bon, vous serez embauché. Bon, comme je vous l'ai dit avant, on reste en contact. Donc on se tient au jus. Pour vous, merci beaucoup, M. Barouin. Peut-être 2 ou 3 questions du public, grand maximum. On est désolé, on va essayer vraiment de décoter au maximum. Donc peut-être faire circuler des micros. Bonsoir monsieur. Donc ici nous sommes beaucoup d'étudiants qui seront certainement amenés à partir travailler à l'étranger d'ici peu. Donc j'aimerais savoir quel motif vous nous donneriez pour rester en France. Aujourd'hui? Ou demain ou après-demain? Non, alors aujourd'hui, moi ce que je vais me demander un conseil, bien sûr, partez, voyagez, prenez le temps d'avoir de l'expérience, qu'on soit professionnel, des stages, allez-y. Une ouverture mondiale sur les cultures, sur les gens, sur leurs habitudes, une compréhension de l'économie mondiale. Vous faites le Lyon, c'est une immense grande école. Vous allez rentrer déjà à des bons niveaux de salaire. Vous aurez une formation internationale. Les accords que vous avez à Shanghai sont reconnus dans le milieu économique de manière très forte. Donc vous allez vous insérer. Je veux dire, l'avenir, il est mondial. La planète, c'est un village. Alors après, revenir, ça dépendra de votre réussite professionnelle à l'étranger. Ce serait bien de faire bénéficier le pays qui vous a apporté par une éducation, par un système de santé, de protection, de construction de valeurs, par un héritage, par une identité. Ce serait formidable, mais je ne peux que conseiller à des jeunes de partir, de voyager, de se former, de s'ouvrir, éventuellement d'y rester, et ensuite peut-être de revenir dans le pays, pas uniquement pour les fêtes de famille et voir ce qu'on aime bien, mais faire bénéficier de votre expérience internationale. Mais si vous êtes sur le chemin de la finance, de la gestion de l'économie, il est inenvisageable aujourd'hui de ne pas avoir une expérience internationale. Il est inenvisageable de ne pas comprendre ce qui se passe en Inde, en Chine, et il est inenvisageable de ne pas voir le monde tel qu'il est en train de se développer sur les économies émergentes, de l'Afrique du Sud au Brésil en passant par la Russie. Donc allez-y. Merci. Et bonne chance à vous.
Bonjour Monsieur le Ministre. C'est comme ça qu'on dit, normalement on a le droit de ce titre. Est-ce que vous connaissez ce que disait Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe? C'est la litanie de sa famille, une très très grande famille, et il termine par « Au final, je préférerais toujours mon nom à mon titre ». C'est assez joli. Bonjour Monsieur le Baron. En fait, ça concerne ce que vous avez dit au début sur votre réunion secrète sur la Grèce. Et justement, je voulais savoir, est-ce qu'il était possible de maintenir le secret, d'aborder n'importe quelle question avec n'importe quel collaborateur à l'heure justement des médias, de Facebook, des photos que tout le monde peut prendre, des enregistrements. C'est très difficile, on y est parvenu. On y est parvenu parce que d'abord on était très peu nombreux, ensuite c'était des gens très sûrs qui ont un immense sens de l'État, et enfin chacun avait bien conscience que laisser la moindre trace écrite, en parler au téléphone ou l'aborder autre que par sa propre réflexion faisait courir un risque extrême au sujet que nous traitions. Donc oui, il est encore possible, au nom de l'intérêt supérieur de l'État, de conserver cette capacité d'avoir un travail qui concerne 3 ou 4 personnes. Est-ce que c'est possible dans la durée? Est-ce que cette société de transparence absolue n'amènera pas à remettre en cause l'ensemble de ce qu'on appelle les secrets, mais qui ne sont que la protection soit de liberté publique ou liberté individuelle? Je pense par exemple, c'est l'ancien ministre du Budget qui vous parle, au secret fiscal. La préservation des données personnelles des gens, c'est une garantie de liberté individuelle et publique et un gage de cohésion sociale. Je ne suis pas certain qu'on soit capable, dans la durée, de conserver cela. Ça repose aujourd'hui sur la bonne volonté des agents des impôts et sur un système informatique avec un certain nombre de pare-feux. Mais maintenant, les gens vont tellement vite, on arrive à avoir les documents d'État des années 70 de l'administration américaine. Voilà, donc je pense qu'une société totalement transparente qui ne protège pas les libertés individuelles est une société aussi qui peut aller vers une marche totalitaire. Et je vais aller beaucoup plus loin que votre question, pardon, je suis décentré. Bonjour monsieur, donc nous parlions tout à l'heure des relations entre les pouvoirs publics et les marchés. J'avais une question par rapport au projet de réforme qui a été mis en place concernant la séparation entre les banques, donc activités de détail et activités d'investissement. Et je voulais savoir un petit peu quelle était votre position, notamment par rapport à l'impact que cette réforme pourrait avoir sur la compétitivité des banques françaises. Bon, l'impact sera relativement faible dans les activités de marché aujourd'hui pour les 4 grandes banques françaises, la Société Générale, le Crédit Agricole, BPCE et la BNP, c'est entre 2 et 5% sur le volume global de leurs activités. Elles ont déjà énormément réduit leur part d'activité de marché. Voilà, je pense que ce sera pas énorme. Ça peut avoir un petit handicap qui n'a pas été vu dans le débat sur la réforme, qui est que ces banques comme les assurances, l'État en a besoin pour de temps en temps acheter une partie des OAT à 10 ans, puisque ce sont des investisseurs institutionnels, on a besoin d'eux. Elles peuvent se trouver dans la difficulté de répondre positivement au Trésor français, au ministère des Finances français, si l'aventure en avait besoin, en raison justement de la réduction très importante de leurs activités liées à l'impact de la crise. J'ai gâché l'ambiance, Une dernière question. Bonsoir Monsieur Barouin. Vous êtes maire de Troyes, vous êtes député de la 3e circonscription de l'Aube. Que pensez-vous de la proposition du PS de supprimer le cumul des mandats? Alors, moi vous avez en face de vous un dinosaure. Je suis un dinosaure de la vie politique, c'est mon 5e mandat de député, c'est mon 3e mandat de maire. Je suis contre la suppression du cumul, et en disant cela, je me mets à dos 80% de l'opinion publique et probablement 100% de la salle. Mais je l'assume. Le cumul, c'est pas pour le plaisir de cumuler. D'abord, je le rappelle, on ne fait pas un putsch. Je veux dire, on n'a pas...
putsch, là, en l'occurrence, on n'a pas piqué la place, on s'est présenté. Lorsque je me suis présenté comme maire, les gens savaient que j'étais député. Lorsque je me suis présenté comme député, les gens savaient que j'étais maire. Donc la situation de cumul en tant que telle, les gens le savaient. Ils ont voté. J'ai gagné leur confiance, j'en suis fier. Ça m'a permis, je pense, dans l'équilibre, d'être évidemment un meilleur parlementaire. Parce que pour être maire, vous ne pouvez pas travailler que pour les gens de votre camp. Vous ne pouvez pas être le représentant de votre parti. Vous allez bien au-delà des frontières naturelles de votre situation politique. Donc vous apprenez le consensus, vous apprenez la définition de compromis, vous apprenez à discuter aussi avec vos adversaires politiques et vous apprenez à être un modérateur dans le travail parlementaire. Deuxièmement, on a des institutions qui viennent de la 5e et qui ont tourné le dos au régime des partis. Le général de Gaulle et Michel Debré ont voulu donner beaucoup de pouvoir au président de la République, dans un État restant encore très centralisé. Le processus de décision politique, il vient des ministères. Donc en supprimant le cumul, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord professionnaliser les parlementaires, ce sera, je le dis, des gens qui seront désignés par les partis ou des fonctionnaires, mais qui n'auront plus la légitimité de celui qui aura conquis localement sa légitimité et son équilibre. Deuxième élément de réponse, on va amputer les territoires de voix qu'ils pouvaient avoir à Paris pour se faire entendre et pour défendre leurs intérêts. Et enfin, je pense qu'on va en terminer avec une certaine idée de la vie politique, c'est-à-dire cette capacité de consacrer l'essentiel de sa vie professionnelle au service de l'intérêt général et au service public. Donc c'est beaucoup plus que de surfer sur une idée soi-disant populaire parce que les gens confondent le fait de cumuler des fonctions et cumuler des indemnités qui nourrit l'antiparlementarisme, qui fait l'héros du populisme à droite comme à gauche. Tout ça, ça va dans la même direction. C'est une transformation profonde de la vie politique française qui fait que je ne suis pas certain qu'on emprunte le bon chemin. Donc j'essaierai de développer ces arguments, je voterai contre, évidemment j'appliquerai la loi, et j'ai déjà dit dans ces choix que moi j'arrêterai la députation, je consacrerai l'essentiel de mon énergie au développement de ma ville, et je ferai autre chose sur le plan professionnel que ça. Ce sont des choix qui nous seront imposés. Je le regrette, je le déplore, mais je ne saurais m'y arrêter. Mais je souhaite surtout qu'on puisse au moins avoir la possibilité de développer ces arguments pour faire réfléchir et se dire qu'il ne faut pas forcément prendre une bouche qui vole pour une bonne idée, mais que ça peut être juste une bouche qui vole qui s'écrase contre le pare-brise. Bien, cette conférence est maintenant terminée. Monsieur Barman, encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à notre sponsor Mazar. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à vous. Je retiens la présence du directeur, le contact dans les 10 ans qui viennent, et je vous souhaite à tous et de tout cœur évidemment une excellente réussite professionnelle. Merci.